La flat tax. La flat tax, pourquoi en parler? La flat tax, c'est quelque chose qui est mal compris non seulement, bien sûr, des gens qui veulent que la fiscalité soit un outil pour punir les riches, mais qui n'est pas toujours bien comprise non plus de tous les milieux libéraux. Je vais essayer de vous faire apprécier le fait que la flat tax n'est pas seulement certainement un outil, une opportunité fiscale et économique, mais un formidable outil créateur de possibilités institutionnelles en termes de réforme, de possibilités de réforme institutionnelle infinies. Qu'est-ce qu'on appelle une flat tax? Alors d'une manière générale, il s'agit d'un impôt qui frappe une assiette aussi large que possible et sans exemption, d'un taux unique, généralement faible. Mais, donc, on peut imaginer des flat tax sur absolument tout, on peut les imaginer sur la consommation, sur la fortune, mais ce soir, je vais me limiter aux flat tax sur les revenus et sur les bénéfices des entreprises. Alors, très souvent, on oppose souvent la flat tax ou impôt proportionnel à l'impôt progressif. Il faut toutefois rappeler qu'il existe une troisième forme d'imposition dont on retrouve l'apologie chez certains auteurs, à savoir l'impôt forfaitaire ou l'impôt de capitation ou encore poll tax. Les corpus idéologiques au sens le plus noble du terme qui fondent les différentes formes de calcul de l'impôt peuvent se diviser en deux approches, les approches morales et les approches pragmatiques. Je vais donc commencer par les approches morales, et c'est une notion importante, même si je ne l'aime pas beaucoup, car très souvent les politiques jugent la qualité d'une politique fiscale par sa justice. Un impôt est juste, un impôt est injuste. Mais évidemment, les variations de concept de justice en matière fiscale montrent que celui-ci est particulièrement évanescent. Et alors, selon John Locke, un des pères fondateurs des doctrines libérales classiques que nous connaissons, l'État doit avoir pour but unique de garantir l'intégrité de la propriété, propriété s'entendant bien sûr au sens large du corps et des biens. Il en découle que le coût de cette garantie de la propriété est le même quel que soit l'individu concerné, et que par conséquent l'impôt doit être forfaitaire et égal pour tous. Autrement dit, cet égalitarisme fiscal, au sens de l'époque, repose sur un fondement moral qui, mon Dieu, en vaut bien d'autres et qui n'est pas plus contestable que d'autres. Cependant, il se heurte quand même à quelques difficultés. D'abord, les gens aisés ont plus de propriété que les gens pauvres, et donc garantir cette propriété coûte plus cher à l'État garant. Et donc la poll tax, en ce sens, constitue un transfert de charge du riche vers le pauvre. Et de ce fait, elle se trouve moralement assez rapidement discréditée, et d'ailleurs, en 1989, en Angleterre, Margaret Thatcher, pourtant auréolée de nombreuses réussites, tente d'instaurer une poll tax comme impôt local, et cette tentative se finira par des émeutes dans la rue et la fera tomber. Je clôt là donc le chapitre sur la poll tax, mais je voulais quand même en parler pour vous dire que finalement, l'impôt pourrait aussi être forfaitaire et on pourrait lui trouver des justifications morales. Donc rapidement, sur la scène politique, ne se trouvent plus en compétition que les impôts proportionnels et les impôts progressifs. Alors, les impôts proportionnels sans niche fiscale sont défendus par ceux qui ne voient en l'impôt qu'un moyen de permettre à un État minimal de remplir ses missions. Et d'aucuns voient dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789 un plébiscite implicite de l'impôt proportionnel. Article 13, pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre les citoyens en raison de leurs facultés. Et voilà, ils ont dit en raison d'eux, ils n'ont pas dit à proportion d'eux. Et donc, évidemment, beaucoup de gens se sont empressés de dire que non, ça ne signifie pas du tout, l'égale répartition à raison des facultés ne signifierait pas forcément que l'impôt doit être proportionnel à la capacité de payer. Pourtant, quand on le lit comme ça, c'est bon. Et Robespierre, donc vous voyez que ça a été très vite, Robespierre, lui, pense que l'impôt doit au contraire être très progressif et qu'il doit être confiscatoire. C'est-à-dire qu'au-delà d'une certaine somme, il faut tout prendre. Alors, Robespierre n'est pas l'inventeur de l'impôt progressif, très loin s'en faut, on trouve des traces d'impôt sur le revenu progressif dès l'Antiquité,
Et en France, très tôt, les rois de France s'interrogent sur la meilleure façon de remplir les caisses. Et on trouve trace d'impôts progressifs sur certains types de revenus, par exemple dès Philippe le Bel. Vous voyez que la philosophie de l'impôt progressif a également un ancrage politique relativement ancien. Alors, je ne vais pas faire toutes les écoles économiques qui ont promu tel ou tel type d'impôt. Nous noterons simplement qu'en France, l'école économique saint-simonienne prône également la progressivité de l'impôt, mais pas une confiscation totale des revenus. En contrepartie, l'école saint-simonienne défend l'instauration de niches fiscales pour favoriser une société d'entrepreneurs. Il serait toutefois faux d'attribuer à cette école de Saint-Simon la naissance des niches fiscales, le concept étant aussi ancien que l'aptitude de puissants et de lobby corporations jurandes à se faire entendre des autorités. On peut donc dire qu'il est possible de trouver des justifications prétendument morales à n'importe quelle forme d'imposition, seul le politiquement correct du moment rendant certaines approches plus morales que d'autres. Et donc c'est pour ça que je vous dis, méfiez-vous du concept d'impôt juste ou d'impôt injuste. C'est un concept qui, pour moi, est totalement vide de sens. Il n'y a que la philosophie de l'État qui utilise l'impôt derrière, qui est plus ou moins morale. Et donc, très tôt, évidemment, des gens s'interrogent sur la fiscalité, mais sous un angle beaucoup plus pragmatique. Et si l'on attribue la formule « trop d'impôts tue l'impôt » au conseiller économique de Ronald Reagan, Arthur Laffer, le constat d'une diminution du rendement de l'impôt en fonction du taux marginal d'imposition est bien antérieur, puisqu'on le trouve dès l'Antiquité. En France, nous retrouvons des traces de la critique du progressivisme fiscal chez un économiste conseiller de Sully et de Henri IV, un certain Barthélemy de la Femasse. Il constate que plus on impose les riches, plus ceux-ci tendent à mettre en place des tactiques d'évitement de l'impôt, et il résume ce phénomène par une formule qui était restée assez célèbre: les autos tuent les totos. Les autos tuent les totos. Il est important de noter que la Femasse est tout sauf libérale. Je dirais même qu'aujourd'hui, on dirait que c'était vraiment un socialiste dur. Il était pour l'extension du pouvoir des jurandes, les corporations de l'époque. Il était pour la création de grandes manufactures d'État. Et très clairement, son problème à lui était, entre guillemets, de trouver le meilleur moyen de traire la vache contribuable. Et donc, là encore, lui c'était vraiment le pragmatique pur, mais méfiez-vous des gens qui vous disent la flat tax, il y en a parmi eux qui sont dans l'optique d'imposer la flat tax pour mieux pressurer le contribuable. Et nous verrons que ce n'est pas forcément la meilleure approche, bien sûr. Alors, pragmatiquement parlant, par exemple, les Anglais. Les Anglais, en 1799, sont en guerre contre un certain Bonaparte, un futur Napoléon, et ils se disent qu'ils vont avoir besoin de financer les campagnes militaires, et ils créent un impôt sur le revenu. Vous noterez que l'impôt sur le revenu est souvent créé à l'occasion de guerre ou de préparation à la guerre. Et à l'époque, ils créent d'abord un impôt progressif. Malgré un taux marginal qui pourrait nous paraître très faible, enfin à l'époque en Angleterre c'était nouveau et ça choquait, un taux marginal de 10%, et cet impôt fait rentrer 2 millions de livres dans les caisses, et à l'époque cette somme est jugée assez décevante. Et donc en 1802, ils décident de transformer cet impôt en une flat tax à 5%. Pardon, 1804. Et en 1806, le produit fiscal augmente à 15 millions de livres, c'est-à-dire qu'il a été multiplié par 7. Une flat tax à 5%. Et donc, eh bien c'est un Français, Émile Dupuy, alors parfois appelé aussi Jules Dupuy, alors il s'appelait Arsène Jules Émile Dupuy. Ingénieur des ponts et chaussées, comme quoi ça mène à tout. Qui, en fait, en analysant un certain nombre de ces exemples, produit, au moins en langue française, un des premiers articles de théorie fiscale, qui en fait écrit en bon français ce que l'affaire traduira plus tard par la courbe qui lui vaudra le succès marketing mondial que l'on connaît. Et donc Jules Dupuy écrit, en gros, que lorsque nous commençons à imposer les citoyens, au fur et à mesure que nous augmentons le taux de l'imposition, le rendement marginal de cet impôt va nécessairement décroissant et qu'il arrive à un point où ce rendement devient négatif pour tendre vers zéro lorsqu'on impose les gens en totalité.
Et donc, il l'écrit en 1844, c'était donc un contemporain de Frédéric Bastiat dans les annales des publications des ponts et chaussées. Alors, assez parlé d'histoire, et voyons quelques applications plus récentes de la flat tax. Tout d'abord, je vais vous mettre à contribution. Vous allez sur le site du ministère des Finances, dans la section statistique, vous prenez la dernière série statistique disponible, 2008, et puis vous dites, je vais prendre la somme, le total des sommes déclarées au titre de l'impôt sur le revenu, ce qu'il a rapporté, et ça fait combien? Alors dans la salle, je voudrais rapidement que vous me disiez quel est le pourcentage des sommes déclarées que rapporte l'impôt sur le revenu aujourd'hui? Il y a d'être développé 17%. 17%, monsieur. 5. 13. 3. Bon, monsieur, 5, pas mal. Donc effectivement, le chiffre était de 7,5% en 2001 et il est passé à 5,7% en 2008. Donc je répète, pour être bien clair, les gens déclarent des revenus. En 2008, ils ont déclaré 844 milliards d'euros. Et l'impôt, il a rapporté 48,4 milliards d'euros. Donc notre espèce de millefeuille, avec un tranche maximale à 40%, des déductions des niches neuves, rapporte 5,7% des sommes déclarées. Mais vous allez me dire, attendez, monsieur Bénard, on se calme. On sait bien qu'il y a à peu près la moitié des gens, 47% pour être très précis, qui ne payent pas d'impôts. Donc, si vous retirez les gens qui ont déclaré une somme, mais qui sont finalement déclarés non imposables, que vous prenez donc la somme déclarée par les autres, par ceux qui payent, et que vous faites la division entre ce que ça a rapporté et ce que les gens ont déclaré, quel est ce ratio? Normalement, il est un peu au-dessus de 5. Il est de 7. 7,1%. Parce qu'en fait, les gens qui ne payent pas d'impôts ne déclarent pas grand-chose, et finalement, les exemptions, enfin les sommes déclarées, mais qui ne sont finalement non imposables, sont de 160 milliards d'euros. Donc, les gens, eh bien, ils déclarent 844 milliards, et finalement, le fisc déclare que 680 milliards sont imposables, et ça rapporte 48,4. Ça fait 7,11%. Toute cette usine à gaz pour ramasser 7,11%. Alors maintenant, imaginez, je répondrai aux questions à la fin. Imaginez un instant que l'on remplace notre impôt sur le revenu par un impôt simple. Impôt sur les revenus multipliés par 5,7%. Ou, pour éviter les hurlements des associations familiales, il y a 16 millions d'enfants déclarés, il y a 160 milliards d'exemptions, donc ça fait, on peut dire 10 000 euros par enfant, et on enlève de l'assiette fiscale exactement ce qu'on enlève aujourd'hui. Donc, tous les revenus, moins un abattement de 10 000 euros par personne à charge, multiplié par 7,1%. La simple arithmétique nous suggère que cet impôt rapporterait à l'État exactement autant d'argent qu'aujourd'hui notre IRPP. Mais en fait, un tel IRPP rapporterait certainement beaucoup plus. Bah oui, pourquoi se fatiguer à payer un conseiller fiscal pour minorer, voire pire frauder, avec tous les risques que ça comporte, un impôt à 7,1%? Pourquoi payer des frais financiers pour des produits financiers dont le seul intérêt réside dans la défiscalisation, avec tous les effets pervers que l'on connaît? Je ne sais pas si les gens ont acheté du cellier à Poitiers, bon, j'espère pour vous que non. Bon, c'était un exemple. Puis s'il n'est pas rentable de frauder l'impôt sur le revenu, c'est toute la chaîne de déclaration de valeur qui peut redevenir fiscalisée. Ce qui serait également bon, par exemple, pour les rentrées de TVA. Et je vous montrerai dans les exemples tout à l'heure que parfois, l'un des effets de la flat tax, c'est d'augmenter effectivement peut-être encore plus les rentrées liées à d'autres impôts. Puis il y a plein de gens qui vont se dire, mais attendez, je suis français, bon, la Belgique c'est bien, mais enfin la météo n'y est pas terrible, la Suisse, bon, on s'y ennuie la nuit, tout ça. Pourquoi ne pas rapatrier en France des revenus actuellement domiciliés ailleurs, éventuellement aidés par une bonne petite loi d'amnistie? Et après tout, bon, les banques suisses prennent des frais très élevés, tout ça, donc pourquoi ne pas revenir en France? Je vous dis, avec une flat tax comme ça, c'est clair que c'est les Belges qui feraient la tête. Avec un tel impôt,
si vous avez un très gros revenu, travailler plus vous rapporte 93 centimes par euro gagné, alors qu'actuellement c'est moins de 60 centimes, hors CSG. J'y reviendrai après au melting pot fiscal. Donc par conséquent, les éléments les plus dynamiques d'une entreprise, ou bien les médecins, ou bien enfin, tous les gens qui ont une qualification, qui sont capables de créer de la valeur et qui seront certainement incités peut-être à se montrer plus entreprenants, plus dynamiques. Et alors on va nous dire que on fait un cadeau aux riches. Mais quelque part, faire un cadeau aux riches, c'est aussi faire un cadeau aux plus pauvres. Parce que lorsqu'un riche tente à réinvestir ses excédents, tout ce qu'il ne peut plus consommer, soit dans de nouvelles entreprises, elles-mêmes créatrices de richesse, soit éventuellement dans des initiatives caritatives qui peuvent remplir un rôle social peut-être plus efficacement que l'État ne peut le faire, et tant que cet enrichissement est honnête, il est extrêmement vertueux, et permettre aux plus dynamiques de former du capital est absolument indispensable pour faire naître les gains de productivité qui nous enrichiront tous demain. Et donc, c'est pas forcément un bon calcul que de dire qu'on va prendre beaucoup aux riches parce qu'ils sont vraiment très méchants et que pour financer tous les bienfaits que l'État donne, il faut prendre beaucoup maintenant aux riches parce que peut-être qu'en prenant beaucoup maintenant, eh bien, on aura moins à prendre plus tard. Alors, les surcroîts de cet impôt donc rapporterait certainement beaucoup plus en fait que l'IRPP. Et donc, il pourrait permettre, par exemple, de compenser les 3 milliards de produits fiscaux de l'ISF. 3 milliards, c'est complètement négligeable dans le budget de l'État, c'est 1%. Mais négligeable dans le budget, mais particulièrement dramatique dans les effets, puisque des études de l'Institut Montaigne ont montré que cet impôt, en 15 ans, avait fait fuir au moins, de façon très conservatrice, 400 milliards de capitaux, soit un manque à gagner fiscal de l'ordre de 15 milliards. Les capitaux et bien sûr leurs détenteurs qui ont fui l'étranger. Donc vous voyez qu'un impôt qui rapporte 3 milliards mais qui fait fuir 15 milliards de recettes, c'est pas forcément une très bonne affaire. En fait, c'est ce que je dis tout le temps, ce sont les classes moyennes qui payent l'ISF. Parce qu'évidemment, la part que les riches ont envoyée à l'étranger, il faut bien que l'État en récupère une partie, malgré tous les déficits qu'il fait, et donc il augmente la pression, bien sûr, sur les classes moyennes. Alors, malgré tous ces chiffres, malgré cette avalanche de chiffres, peut-être que certains restent sceptiques quant à la capacité d'un impôt à environ 7% de rapporter autant à l'État, et peut-être même plus, et de pouvoir lui permettre de bâtir son budget. Mais regardez la CSG. La CSG, la base taxable, c'est à peu près celle de l'IRPP plus 25%. En gros, le salaire plus les charges, plus 2-3 trucs. Et la CSG, elle est de l'ordre de 7,5% pour les revenus. Et elle est de 13% sur les placements financiers, à peu près, aujourd'hui. Et elle rapporte à l'État plus de 84 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'avec 25% de base fiscale en plus et des taux à peu près comparables à ceux que je vous annonce, la CSG rapporte 71% de plus que le produit de l'impôt sur le revenu. Donc c'est un exemple d'efficacité de la flat tax, même si c'est pas vendu comme ça. Alors quand je dis d'efficacité, attention, je vais revenir sur ce concept. Le but, c'est pas forcément de traire la vache. On est bien d'accord. Si le but de l'État est de limiter la ressource fiscale au strict nécessaire et non de traire la vache, le surcroît de recettes peut servir à réduire d'autres impôts. Alors bon, on a le choix, il y en a beaucoup en France, donc il n'y a que l'embarras du choix. Et puis, bon, les impôts progressifs, vous le savez, s'accompagnent généralement de niches fiscales obtenues de haute lutte par tel ou tel lobby. J'entendais récemment une conférence d'un fiscaliste qui nous disait qu'il y avait en France un peu plus de 300 niches fiscales. C'est-à-dire que finalement, c'est un pays qui a plus de niches fiscales que de fromage. Et ce sont autant de privilèges et de sources de mal investissement. Je vous parlais d'investissement cellier tout à l'heure, ou du gros bien, etc. Enfin, il y a eu des dizaines de milliers d'appartements qui ont été construits dans des zones où il n'y avait pas vraiment de tension immobilière, qui ont été construits uniquement parce que les gens n'ont vu que la carotte fiscale, qui ont été mal construits, et donc dont les épargnants, aujourd'hui, sont particulièrement embêtés avec. C'est-à-dire qu'ils sont parfois obligés de les revendre à perte pour ne pas perdre leur avantage fiscal. Et alors ça, aujourd'hui, personne n'est capable de dire quel est le pourcentage de ce genre d'investissement qui se révèle particulièrement mauvais. Bon, il y a aussi des gens qui ont fait des bonnes affaires avec du cellier ou du rebien, je sais pas. Mais enfin,
toutes ces niches fiscales sont porteuses de risques de mal investissement et le fait pour une flat tax de supprimer toutes ces sources de mal investissement peut avoir un effet économique majeur. Alors vous allez me dire, mais monsieur Vénard, qu'est-ce qui me le prouve, ce que vous me dites? Parce que pour l'instant c'est de la théorie. Eh bien, ce qui me le prouve, c'est que 35 pays dans le monde aujourd'hui ont mis en place des flat tax ou des quasi-flat tax, c'est-à-dire avec une première tranche à 0% pour les très pauvres et ensuite une flat tax à partir d'un certain seuil de revenus. Ou des abattements familiaux tels que ceux que je vous ai exposés au début. Alors évidemment, parmi ces 35 pays, il y en a certains qui sont un peu anecdotiques, comme les îles Tuvalu ou Trinidad et Tobago. Mais enfin, il n'y a pas que des petits pays, et nous, il y en a notamment 6 de mémoire, non 7, pardon, qui sont membres de l'Union européenne. Donc je ne vous fais pas les 35, mais bon, Estonie, Lituanie, Slovaquie, Roumanie, Bulgarie, République tchèque, Hongrie. La Hongrie étant le tout dernier, puisqu'ils l'ont fait en 2011. Le premier, ça a été l'Estonie en 1994, le premier en Europe. Et parmi les grands pays, il y a la Russie. La Russie qui, en 2001, a instauré une flat tax sur les revenus à 13% et une flat tax sur les revenus corporate à 24%. Mais je précise que, toutefois, pour pondérer mon discours, l'instauration de flat tax s'accompagne en général d'autres mesures de libéralisation de l'économie. C'est-à-dire qu'en général, les gouvernements qui instaurent des flat tax, ils ont une philosophie réformatrice très bien ancrée en eux, et donc ils ne se contentent pas de changer la fiscalité. Ils ne se contentent pas, par exemple, de prendre un vieil impôt sur le revenu et de le changer par un nouveau. De nombreux exemples de flat tax ont été suivis d'un grand nettoyage fiscal et ont accompagné de très grandes réformes institutionnelles. Donc, je vais vous en parler, je vais vous donner 3 exemples. Je vais d'abord vous parler de la Russie, parce que c'est un grand pays. C'est le plus grand pays en population avant instauré la flat tax, donc c'est quand même un exemple intéressant. Il faut savoir que du temps du communisme, la Russie avait une sorte de flat tax. Alors évidemment, dans l'époque du communisme, c'était un peu artificiel, puisque en fait, l'État payait les gens et il leur reprenait 13% de leurs revenus sous forme d'un impôt. À taux unique, une flat tax, on peut le dire. Et Boris Yeltsin arrive au pouvoir, n'est pas un très bon manager de la transition, et très mal conseillé. On lui dit de faire comme en Europe, et donc il crée un impôt progressif avec un taux marginal initial de 42%. Et là, en plus c'est un État où il n'était pas facile de maintenir l'ordre, et les riches s'arrêtent complètement de payer les impôts. Moi j'ai rencontré des inspecteurs des impôts russes, c'était des gens dont les supérieurs allaient faire du recouvrement accompagné par l'armée. Des opérations militaires pour recouvrer l'impôt. Donc, Yeltsin a beau réduire le taux maximal à 30%, les résultats sont toujours très décevants et la Russie est acculée à la faillite en 1998 dans l'incapacité de payer ses différentes charges. Vladimir Poutine arrive au pouvoir en 2000, constate le désastre, et qu'est-ce qu'il décide? Eh bien, il décide de remettre l'impôt qu'il y avait au bon vieux temps où il travaillait pour le KGB, et il met une flat tax de 13% qui entre en vigueur le 1er janvier 2001. Je précise tout de suite, c'est pas parce que c'est un type qui n'est pas forcément sympathique par de nombreux aspects qui met en place une réforme que la réforme est mauvaise. Au contraire, je dirais même que parfois les dictateurs ont intérêt à ne pas faire trop de bêtises économiquement pour arriver à se maintenir au pouvoir. Même si on n'approuve pas le bonhomme, bon, voilà quoi. Quels ont été les résultats de la flat tax sur le produit fiscal en Russie? En 2001, le produit de l'impôt sur revenu en Russie a augmenté de 25,2% après inflation. Et comme la croissance n'a été que de 5%, elle ne peut pas expliquer la totalité de la croissance de ce produit fiscal. En 2002, pareil, 24%. En 2003, 15%. Toujours ajusté de l'inflation. Le tout pour des croissances de l'ordre de 5 à 7%. Et même une étude du FMI qui cherche ouvertement à discréditer la flat tax, parue en 2005, admet que cette flat tax a considérablement renforcé le civisme fiscal. Le FMI affirme toutefois avec raison que le produit fiscal lié à la TVA a augmenté plus vite. Ce qui est parfaitement exact. Le FMI en conclut donc que ça prouve que c'est la croissance générale, une économie en phase de recouvrement, qui a été le facteur de hausse et qu'il ne faut pas surestimer l'effet flat tax. Là je dis qu'il faut être gonflé quand même.
C'est évident que quand les gens ne fraudent plus l'impôt sur le revenu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et d'autres études l'ont assez abondamment montré, c'est que c'est toute la chaîne de création de valeur qui se retrouve fiscalisée. Et donc nous verrons également que dans l'exemple suivant que je vais vous prendre, qu'on observe le même effet, c'est-à-dire que la flat tax non seulement augmente les entrées d'impôt sur le revenu, mais elle augmente aussi les entrées de TVA ou d'impôt sur la consommation, tout simplement parce que globalement, la flat tax, lorsqu'elle est à taux faible, a des effets réducteurs très importants sur le civisme fiscal. Attention, c'est pas un truc miracle, il y a une exception, voisine. L'Ukraine met une flat tax à 14%, mais cette flat tax n'arrive qu'après des taxes sur le travail de 36%. Donc, il ne suffit pas de dire on va remplacer un impôt par une flat tax pour faire bien, et puis on va garder toute notre construction fiscale antérieure tout autour. Parce qu'en Ukraine, l'évasion fiscale sur les revenus du travail reste très forte, notamment de la part des employeurs qui ne veulent pas payer les 36%. Donc, très clairement, la flat tax, il faut l'envisager comme un outil de réforme globale de la fiscalité, et donc pas simplement de faire la petite opération arithmétique que je vous disais tout à l'heure, de remplacer un impôt sur le revenu par un impôt à 7%. Il faut faire quelque chose de plus intelligent. Et c'est ce qu'a fait la Slovaquie. Le cas slovaque, donc la Slovaquie introduit la flat tax en 2004. Et plus globalement, elle a complètement réformé sa fiscalité, et la fiscalité, 80% de la fiscalité en Slovaquie tourne autour de 3 impôts, qui représentent l'essentiel des recettes. TVA, flat tax et corporate flat tax, c'est-à-dire impôt sur les sociétés, toutes les 3 à 19%, avec juste une exemption, pareil pour les bas revenus, par des systèmes d'abattement familiaux tels que ceux que je vous ai exposés au début. Alors, la Slovaquie, avant la flat tax, avait déjà des taux de croissance intéressants, puisqu'en 2000 ce n'était que 1,3%, mais en 2001, 2002, 2003, ça tourne entre 3,5 et 4,5%. À partir de 2004, 5. 2005, 6,6. 2006, 8,5. 2007, 10,5. Mais attention, là encore, on ne peut pas tout mettre sur le compte de la flat tax. En 2004, la Slovaquie rentre dans l'Union européenne et ses entreprises ont accès à un marché beaucoup plus large. Donc quel est l'effet UE? Quel est l'effet accès à un grand marché? Et quel est l'effet flat tax? Aucun économiste n'est capable de vous dire la flat tax, elle est pour un tiers ou pour les 2 tiers dans le résultat. Je n'aurais pas la malhonnêteté de vous dire que c'est la flat tax qui a tout fait. Mais il faut bien voir qu'ils sont rentrés dans l'UE, et pour rentrer dans l'UE, ils ont également accompagné cette flat tax de tout un tas de réformes qui sont rentrées en vigueur également en 2004. Donc la flat tax a été une composante dans un paquet de réformes favorables à l'entreprise de façon tout à fait spectaculaire. Alors, elle a été tellement... l'économie slovaque s'est tellement améliorée qu'ils ont été acceptés dans la zone euro en 2009, ce qu'ils semblent un peu regretter aujourd'hui d'ailleurs. C'est un autre débat. Je discutais récemment avec un investisseur professionnel qui finance des PME industrielles de croissance dans toute l'Europe. Et depuis quelques années, il constate que c'est en Slovaquie qu'il a financé les projets de développement industriel les plus ambitieux pour des PME. Et que la productivité par employé des implantations industrielles slovaques les plus récentes surpasse d'après loin celle qu'il a pu voir chez ses concurrents français, dont le niveau d'investissement est freiné notamment par le niveau élevé de taxation de la valeur ajoutée et des bénéfices en France. Selon lui, le competitive edge, l'avantage compétitif de la Slovaquie, c'est de moins en moins le niveau des salaires, parce que les salaires en Slovaquie, avec l'augmentation de productivité, tendent à augmenter, c'est le niveau général de taxation de la valeur ajoutée qui est beaucoup plus faible en Slovaquie que chez de nombreux voisins. Et il va sans dire que c'est une évolution qui l'inquiète beaucoup. Exemple, troisième exemple, la Géorgie. Alors la Géorgie, c'est l'exemple typique de l'installation de flat tax, mais la flat tax n'est qu'un tout petit élément parmi des réformes beaucoup plus larges. La Géorgie, avant l'arrivée de Saakashvili au pouvoir, est classée 131e État du monde pour le climat du business par la Banque mondiale. Aujourd'hui, ils sont 11e. Et donc, pour vous donner une idée de réforme, ils ont viré tous les policiers du jour au lendemain, parce que la police était corrompue, ils en ont embauché d'autres en moins de 3 mois. Quoi. Donc, vous imaginez un peu le type de réforme, ils n'ont pas fait dans le détail. Et donc, ils ont fait passer le nombre d'impôts qui était supérieur à 20, ils l'ont fait passer à 7. Avec comme ossature une flat tax sur les revenus des ménages de 12%, qui remplace un impôt progressif,
Une taxe sur les salaires qui reste de 20%, mais avant c'était 33% avant la réforme, un impôt sur les sociétés de 20% et une TVA de 18% au lieu de 20%. Et il supprime énormément d'impôts tout autour. L'effet sur la réduction de l'évasion fiscale a été exceptionnel. La croissance des 3 années suivantes atteint 10% en moyenne. Alors là, pareil, hein, c'est pas que la flat tax, il y a aussi toutes les réformes qui ont été mises autour. Et les revenus, surtout les revenus fiscaux de l'État et des collectivités, passent de 14,5% du PIB à 22% en 2006. Mais c'est certes une augmentation de la pression fiscale, il n'y a pas de doute, mais qui n'est pas mal ressentie, puisque finalement ça correspond non pas à, ça correspond en fait à une refiscalisation d'une très grande part de l'économie qui auparavant était au black. Et quand je vois aujourd'hui ce qui se passe en Grèce, je me dis que s'il y a bien un pays qui aurait intérêt à s'inspirer de la Géorgie, ce serait pas mal de leur point de vue. Autre considération. Indicateur de succès de la flat tax. Un seul pays qui l'avait adopté l'a supprimé, c'est l'Islande. Mais l'Islande, il avait mis une flat tax à 35%. Donc c'est un peu particulier. Et là encore, l'exemple islandais, tout comme l'exemple ukrainien ou d'autres exemples, montre qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne politique fiscale. Si vous avez à côté, par exemple, un crédit beaucoup trop laxiste des banques, ou si vous avez des facteurs qui favorisent les formations de bulles immobilières, des facteurs institutionnels, légaux et compagnie, immobilière ou financière, c'est un peu le même problème qu'ont eu les Irlandais, et bien tous les profits nés de la bonne politique fiscale peuvent être mangés par du mal investissement. La bonne politique fiscale augmente la capacité d'investissement. Mais si derrière vous distordez les incitations à l'investissement et que vous en faites du mal investissement, la flat tax, elle ne peut pas faire de miracle non plus. Ce n'est qu'un élément parmi d'autres dans la réforme. Un seul pays, on a augmenté le taux initial, l'Ukraine, donc je vous ai dit qu'ils avaient un gros taux de travail au noir, mais ils l'ont passé de 13 à 15%, parce que bon, vraiment était un peu décevant. Donc sur 35 qui l'ont mis en œuvre, il n'y en a qu'un qui a éprouvé le besoin de l'augmenter et un de la supprimer. Par contre, plusieurs pays ont baissé le taux initial. L'Estonie est passée de 26 à 20, la Lituanie de 33 à 26, la Serbie de 14 à 12, la Roumanie de 16 à 10, etc., etc., etc. Quelques pays la considèrent, et récemment la Hongrie, qui il y a 2 ans était dans une situation financière tout à fait catastrophique, proche de la Grèce, a instauré une flat tax à, je n'ai plus le taux en tête, 16% sur les revenus et 10% sur les sociétés. Eh bien, aujourd'hui, je ne dis pas que la Hongrie est totalement sortie d'affaires, parce que ce genre de relation prend du temps, mais enfin, on en parle beaucoup moins que la Grèce. Bon, peut-être qu'on apprendra qu'ils sont en faillite quand même, moi j'en sais rien, mais pour l'instant, ce n'est pas eux qui semblent poser le plus de problèmes. Donc, en résumé, même si la flat tax ne fait pas de miracle, d'abord, elle n'a fait de mal nulle part, visiblement. Il n'y a aucun pays qui a implanté la flat tax qui peut dire que la flat tax lui a posé des problèmes. Les problèmes de l'Islande ne sont vraiment pas liés à ça. Et donc, c'est pas un outil miracle, mais enfin, visiblement, l'expérience internationale lui donne un préjugé extrêmement favorable. Est-ce qu'on pourrait l'implanter en France? Et si oui, pourquoi? Alors, un des principaux reproches faits à la flat tax, c'est qu'évidemment, si on fait un simple remplacement arithmétique de l'impôt sur le revenu, ben c'est que les classes moyennes basses se verraient imposer un taux d'imposition plus élevé qu'aujourd'hui, puisque globalement, aujourd'hui, il y a 47% des ménages qui ne payent pas d'impôts. Peut-être que demain, avec une flat tax, ce serait moins. Et mécaniquement, à produit fiscal égal, si les riches, entre guillemets, payent, entre guillemets, moins, ça veut dire que les classes moyennes payent mathématiquement plus. Alors bien sûr, vous allez expliquer que non, parce qu'en fait, vous allez refiscaliser des revenus, vous allez inciter les gens à travailler plus, vous allez déplacer le spectre vers le haut. Mais là, le public va vous dire, attendez, ça fait 20 ans que les politiciens nous racontent ce genre de bêtises, moi je ne vous crois pas. Ils auront raison, parce que faut jamais croire un politicien, même des bons libéraux comme nous. Et donc, et on a vu donc que les implantations de flat tax qui ont été faites dans les pays de l'Est, elles ont été intégrées à des packs de réformes beaucoup plus larges, à la fois fiscales et institutionnelles. Donc moi je dis que si on doit implanter la flat tax en France, il ne faut surtout pas se contenter de toiletter l'IRPP par une flat tax. Ça, il faut vraiment faire quelque chose de beaucoup plus large. Alors déjà, on va bien voir la situation actuelle en France. Les impôts qui touchent le revenu des particuliers sont foisonnants. On n'en a pas toujours confiance, on laisse de côté la question de la TVA.
Enfin, il y a quand même donc les charges sur la masse salariale. Liberté Chérie a essayé de populariser la notion de salaire complet, mais aujourd'hui, plein de gens ne se rendent pas compte qu'en fait, leur employeur paye une très grosse somme pour eux, mais qui n'en touche qu'une toute petite partie. Il y a les charges patronales, les charges salariales. Et il n'y a pas que des assurances sociales dans ces charges. Il y a le 1% transport, le 1% logement, le 1% formation, les allocations familiales qui sont payées, qui sont payées là-dessus. Ensuite, vous avez l'IRPP, vous avez les impôts locaux. Les impôts locaux. Alors ces impôts locaux, c'est des impôts qui en France sont régressifs. Je vous ai parlé des impôts proportionnels, des impôts progressifs, mais je ne vous ai pas parlé des impôts régressifs. Il faut savoir qu'en France, les impôts locaux sont régressifs, c'est-à-dire que les familles modestes payent une plus grande part de leurs revenus que les familles non modestes. Alors c'est plus tout à fait vrai parce que le législateur, s'en étant aperçu, a mis en place une espèce d'usine à gaz où les ménages très modestes en sont en fait exemptés, mais du coup ça se répercute sur les classes moyennes, mais moyennes pas suffisamment modestes pour pouvoir être exemptées de cet impôt. Pourquoi? Parce que globalement le calcul c'est l'habitat, même si les bases fiscales ne sont pas mises à jour, et que tout le monde sait que l'habitat représente en général une plus grosse proportion du budget dans une famille pauvre que dans une famille riche, et que donc, en plus, dans les communes pauvres, ils appliquent des taux plus élevés sur cette base fiscale, et donc du coup, tous ces effets se cumulent pour faire qu'en France, les impôts locaux sont régressifs. Et donc, malgré ce vaste foutoir fiscal, pardonnez-moi cette énorme trivialité, l'État creuse sa dette à vitesse grand V, et le déséquilibre de ses comptes menace évidemment la stabilité de notre économie, c'est rien de dire. Les sociétés ne sont pas en reste, parce qu'en amont des taxes sur les bénéfices, elles doivent payer, alors avant c'était la taxe professionnelle, maintenant c'est une taxe de substitution à la taxe professionnelle, à laquelle je n'ai rigoureusement rien compris, excusez-moi, j'ai pas étudié le sujet, enfin bon voilà. Et puis il y a plein de taxes sectorielles en fonction de leur activité. Par exemple, si vous êtes producteur de légumes, vous payez un machin qui s'appelle l'OFIVAL. Si vous êtes producteur de viande, vous payez un truc pareil sur la viande. Si vous êtes un assureur, vous payez des taxes spéciales sur les contrats d'assurance. Enfin bon, etc., etc., etc. Donc il y a plus de 400 niches fiscales. Tout à l'heure je vous dis 300, j'en ai 400. C'est l'inflation. Et donc, ces niches, évidemment, ce sont des surcoûts qui sont assumés par ceux qui n'en bénéficient pas. Une niche fiscale, c'est pas un cadeau. C'est un cadeau à certains qui est compensé sur le dos des autres. Voilà. Et donc, imaginez que la flat tax puisse servir de support pour supprimer tout ce spaghetti fiscal. Et donc par exemple, j'ai calculé, il faudra me faire confiance parce que j'ai pas de tableau pour vous faire le calcul, mais les impôts sur le revenu actuel. Vous prenez les revenus actuels, vous prenez mes 10 000 € d'abattement par enfant, j'y tiens politiquement, et vous fixez l'impôt à 20%. En supposant là encore qu'il n'y ait aucune réponse de l'économie en termes de plus de travail, plus de dynamisme, etc. Et bien vous pouvez remplacer l'impôt sur le revenu, l'ISF, la taxe d'habitation, les 2 taxes foncières, les taxes de substitution et les taxes professionnelles. Vous pouvez remplacer tout ça. Est-ce que vous ne pensez pas qu'une telle substitution ne serait pas incroyablement bénéfique? D'abord, les gens ne passeraient pas autant de temps à essayer de savoir comment frauder l'impôt. Ensuite, l'impôt serait extrêmement simple. Et puis, alors, quand il n'y a pas de niche fiscale, c'est très difficile quand même d'évader l'impôt. Alors pourquoi ce taux de 20%, on peut imaginer des variantes. Imaginons que la dégradation de la situation économique conduise les gouvernements à faire sauter le tabou de l'assurance maladie privée au premier euro. Dans ce cas-là, tous les prélèvements sociaux liés à l'assurance maladie, c'est-à-dire principalement la CSG et les taxes patronales sur la maladie, seraient intégrés dans l'assiette fiscale de l'impôt, ce qui permettrait d'en réduire le taux. Donc au lieu de mettre un taux à 20%, qui ferait peut-être peur à certaines familles moyennes, je pourrais le baisser peut-être à 18, 17, 15. Il y a 2 Américains qui ont popularisé la flat tax aux États-Unis qui est arrivé avec des taux à peu près identiques pour les États-Unis. C'était Alvin Rabushka et Bob Hall qui ont écrit un bouquin qui a été traduit en français très récemment par l'IREF, mais eux ils l'ont écrit en 1984.
Et donc, c'est devenu d'ailleurs une proposition d'un des candidats aux primaires républicaines de 96, Steve Forbes, qui malheureusement n'a pas eu une très bonne fortune, enfin politiquement parlant bien sûr. Et donc, ils arrivaient à un taux de 19%, 19% à la fois sur les impôts corporate et sur les impôts sur le revenu pour remplacer le spaghetti fiscal américain. Donc, on serait sur des niveaux à peu près similaires. Rabouchka et Hall, ils ont également une autre... ils disent que ça pourrait être l'occasion de faire avancer à quelque chose de très technique qui n'intéressera personne dans les débats politiques et dont aucun politicien ne parlera dans les élections, mais qui est très important, c'est la neutralité fiscale. Il faut savoir qu'en France aujourd'hui, nous avons une crise liée à beaucoup trop de crédits, à des niveaux dans les bilans des entreprises. Globalement, le niveau d'endettement par rapport au niveau de fonds propres est trop élevé. Pourquoi ? Tout simplement parce que la fiscalité avantage outrageusement l'endettement. On a un système fiscal pour les entreprises qui est une véritable subvention aux banques. Je m'explique. Aujourd'hui, les dividendes ne sont pas retirés de la base taxable des entreprises, et dans beaucoup de pays, ils sont taxés donc dans l'entreprise par l'impôt corporel, puis ils sont encore taxés au titre des revenus, même si par exemple en France, avec un système comme l'avoir fiscal, cette double taxation est moins importante qu'elle pourrait l'être. Et par contre, les intérêts payés aux créanciers, eux, sont retirés de la base taxable. Donc du coup, ça devient très intéressant d'augmenter le crédit dans son bilan et de réduire son capital. Et notamment pour les banques, on en a vu les effets, tout le monde dit il faut recapitaliser, mais en fait les banques elles ont un intérêt naturel à avoir trop de crédit, mais globalement le niveau de fonds propres des entreprises, y compris non financières, est considéré comme relativement insuffisant dans de nombreux secteurs. Alors, notamment des petites et moyennes entreprises. Et donc, Rabouchka et Hall, ils disent qu'il faudra en profiter pour faire en sorte que les entreprises, elles payent un impôt sur les sociétés, mais où on ne déduise pas les intérêts payés aux créanciers. Et par contre, en contrepartie, celui qui touche les intérêts, puisqu'ils ont été payés par l'entreprise, ne paye pas. Il n'y a pas de double taxation. On supprime toute double taxation sur les dividendes et sur les intérêts. C'est un peu technique, c'est un peu du jargon, mais c'est typiquement le genre de petits détails qui, bien placés au bon moment dans la réforme, ça ne fera pas trop parler politiquement, peut-être pas, qui pourrait permettre à moyen terme d'assainir assez considérablement le bilan des entreprises françaises. Excuse-moi Patrick, tu m'avais dit de ne pas bouger longitudinalement, tu es obligé de faire bouger la caméra tout le temps, j'arrive pas à tenir en place. Je le vois en train de bouger, bon. Voilà. Donc ça c'est un exemple de petite réforme supplémentaire qui peut, c'est pas grand chose, mais qui peut être intégré dans un projet de flat tax. Mais on peut aller beaucoup plus loin. On est dans un pays où la collectivité, tout type de ressources confondues, prélève environ 44% du PIB en taxes, plus les revenus non fiscaux. Elle en dépense 54, ou 55 d'ailleurs, elle emprunte en gros ce 7% qui manque pour boucler ses fins de mois. Bon, c'est tout à fait énorme. Et donc, on pourrait se dire que finalement, peut-être qu'on pourrait profiter de la flat tax pour accompagner une réforme institutionnelle plus large. Alors moi, je fais parfois un rêve que j'ai exposé lors de l'université d'été du PLD. Donc c'est un exemple de réforme institutionnelle qui peut être fait, on peut en imaginer plein d'autres. Mais finalement, c'est un exemple, puisqu'il y a des Bordelais parmi nous ce soir, un exemple plutôt girondin, c'est-à-dire de transformer la République française et de dire que pourrait être la République française transformée à la Suisse, suissement mieux, mais avec une flat tax. Ça ressemblerait à quoi? On dirait l'État, grosso modo, se concentrerait sur le régalien. Je vous passe les détails, je ne dis pas que c'est facile à faire, la transition serait pas simple. Et l'État régalien se contenterait, en gros, de la TVA, et éventuellement, garderait la TIPP et des choses comme ça, mais toutes sortes de taxes qu'il s'engagerait à réduire. Il ne ferait plus que du régalien, donc il n'aurait plus tous les conflits d'intérêts qui l'empêchent de bien faire son métier régalien, parce qu'ils lui font plus faire du social, qu'il ne faut pas fâcher les gens qui ne respectent pas la loi, qu'ils soient riches ou pauvres, enfin là. Et donc, il ferait le régalien, et puis on dirait, ce sont aux communes, voir à quel niveau, communes, regroupement de communes, qui s'occuperaient des questions sociales locales. Et pour les communes, on dirait, voilà, vous avez la flat tax. Il faut
faut savoir qu'aujourd'hui, l'État transfère 85 milliards par an aux communes, hein, et que l'impôt sur le revenu, c'est 48. Donc, en imaginant d'autres transferts fiscaux, d'autres transferts de missions, puis en imaginant aussi que certaines missions puissent être complètement privatisées. Je pense que certains d'entre vous connaissent SOS Éducation, qui milite pour la création d'un chèque éducation et la privatisation des écoles. Mais toutes ces questions, elles iraient aux communes. Et puis on dirait aux communes, concurrence fiscale, vous avez le droit à la flat tax. Et donc certaines communes font une flat tax à la fois donc, sur pareil, entreprises et particuliers. Certaines communes feraient une flat tax à 12%, d'autres à 15%, d'autres à 18%. Mais, évidemment, certaines communes expérimenteraient peut-être des solutions plus interventionnistes, d'autres laisseraient faire la société civile, il y aurait une concurrence, et puis, le mon Dieu, les meilleures idées émergeraient. Un maire qui ferait des bêtises, d'abord ces bêtises n'auraient de conséquences qu'au niveau local, donc ses voisins s'empresseraient de ne pas le copier, du moins au bout d'un certain nombre de maires qui feraient la bêtise, d'autres diraient bon, on va peut-être pas y aller. Et puis un maire qui dépenserait trop mal l'argent, sous réserve qu'il y ait des lois qui favorisent la transparence un peu plus que maintenant, non, essayons de savoir ce que votre maire fait de votre argent. Hein. Quand un lointain ministre des Finances à Paris augmente les impôts, tout le monde hurle, mais personne va devant la porte du ministre des Finances pour lui dire, dis donc, il faut peut-être alors que le maire. Certes, dans les très grandes villes, il n'est peut-être pas facilement touchable, mais enfin, dans les villes petites et moyennes, je suis désolé, n'importe qui peut aller devant le bureau du maire et dire « qu'est-ce que c'est que ça ?» Donc vous imaginez un système fiscal extrêmement lisible, extrêmement comparable, où vous dire rien de plus facile que de comparer l'impôt de la ville à 20% et de la ville d'à côté à 18%. Et donc les gens pourraient comparer les villes qui en donnent le plus pour leur argent. Et en contrepartie, on laisse aux villes une totale liberté des moyens pour gérer les différents problèmes sociaux. Je prends un exemple, les problèmes de l'emploi ou du logement ne sont pas les mêmes à Romorantin, sur l'île de Ré ou à Paris. Et vouloir faire des grands plans nationaux qui sont supposés répondre à toutes ces questions partout, eh bien je suis désolé, mais ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas fonctionner. Alors que dans un système où vous avez à la fois un système fiscal extrêmement lisible et où, à chaque fois qu'un maire propose de faire quelque chose en plus, on voit tout de suite, pour pouvoir faire ce programme, je vais devoir augmenter les impôts de 2%, donc on va passer de 14 à 16. Et bien là, il y aura du vrai débat politique. Parce que les gens discuteront, est-ce que ça vaut le coup d'augmenter les impôts pour faire ce que veut faire le maire? Parce que dans la commune d'à côté, ils ont fait autrement, ça leur a coûté moins cher. Et puis, ça n'a pas l'air de marcher trop mal. Donc, ça constituera une arme particulièrement efficace pour les citoyens, pour, les réintégrer dans la vie politique, dont aujourd'hui ils se foutent le plus totalement du monde, excusez-moi, enfin, sauf ceux qui sont très intéressés à titre personnel, et puis, ça donnera des arguments extraordinaires pour limiter l'appétit fiscal, parce que ça permettrait de mettre en place une concurrence fiscale. Je vous ai exposé une idée de réforme très girondine, très décentralisatrice, très suisse, mais les exemples d'implantation de la flat tax dans le monde montrent qu'on peut développer tout un tas d'autres idées, peut-être moins folles, peut-être plus ancrées dans la tradition jacobine française, mais la flat tax en tant qu'outil, non pas uniquement comme d'un moyen de rendre l'impôt, entre guillemets, plus efficace, mais comme un moyen également de le rendre beaucoup plus lisible, beaucoup plus simple, beaucoup moins évadable, et d'inciter finalement les gens à recréer de la richesse, et de recréer de la richesse chez eux, là où ils se sentent bien, plutôt que d'aller la créer ailleurs, eh bien c'est un outil formidablement créateur d'opportunités. 47 minutes, 30 secondes, 23 centièmes. Je vous remercie pour votre attention.